Bonjour à tous. Donc on va commencer cette conférence autour de la question du Mexique. Voilà, avec les petites banderoles de Morena qui est installée. Alors effectivement, le Mexique, on en a entendu parler à l'intérieur du réseau militant, en tout cas à l'intérieur des camarades de la France insoumise, comme un nouvel espoir justement face à tous ces gouvernements de droite et d'ultra-droite qui sont en train d'investir l'Amérique latine. AMLO a gagné les dernières élections présidentielles, donc AMLO, président de la République mexicaine. Andrés, c'est un diminutif de Andrés Manuel López Obrador. Il a gagné avec 53% des voix au premier tour des dernières élections qui ont eu lieu le 1er juillet 2018, et il a été investi 6 mois après, donc le 1er décembre de cette année. C'est pour ça qu'on dit le Mexique, où est-ce qu'il en est un an après? C'est pas tout à fait un an après, puisque c'est uniquement depuis décembre 2018 que les équipes de Morena ont pris en charge un peu la responsabilité de l'exercice du pouvoir. Je ne vais pas m'attarder plus sur cette expérience. Je vais vous présenter Sergio Ábalos, qui est le responsable de Morena ici en France. Il est également diplômé des hautes études d'Amérique latine à la Sorbonne Nouvelle, et c'est l'ancien secrétaire exécutif du défenseur des droits du Tabasco au Mexique. Et il participe activement, donc les liens sont profonds avec Morena depuis plusieurs années, puisqu'il participe également dans les partis programmatiques de la France insoumise, tout particulièrement sur la partie du handicap, avec le livret handicap. Alors je me permets également d'excuser Madame Yetcol, qui est la présidente de Morena, qui devait venir à cette conférence depuis le Mexique. Et là, vous comprendrez qu'il y a les responsabilités et l'actualité en continu au Mexique au niveau de l'exercice du pouvoir. On va pouvoir justement en discuter, empêche parfois à la dernière minute de venir à nos amphis. En tout cas, elle regrette profondément, et je pense que c'est que partie remise, puisqu'on aura d'autres acteurs de Morena qui vraisemblablement viendront bientôt. En tout cas, nous, on s'y rendra pour différentes activités dans les mois et je dirais pas les années, mais en tout cas dans les mois à venir. Voilà, donc je laisse tout de suite la parole avec Sergio. On aura un petit moment par la suite d'interlude, puisqu'on a un camarade, une personne à l'intérieur de l'équipe internationale, du livret international, qui a eu l'occasion de se rendre et de faire un stage de 6 mois. Donc il viendra vous faire un certain témoignage de son expérience justement au Mexique, notamment de Morena et du groupe parlementaire, puisqu'il a fait notamment son stage à l'intérieur du Parlement mexicain. Et il terminera notamment par animer la fin de cette conférence. Voilà, donc je laisse tout de suite la parole à Sergio Ábalos. Bonjour, merci beaucoup d'être venu. Comme vous pouvez vous imaginer, nous, à Morena Francia, on est vraiment ravis de voir comment Jean-Luc Mélenchon a été accueilli au Mexique. Si vous n'avez pas encore vu les 4 vidéos, des vlogs qu'il a fait, je vous invite à regarder, parce que je crois qu'il a été reçu très chaleureusement, presque en chef d'État. Et en fait, on a, avec Claudio et tous les camarades de l'équipe internationale de la France insoumise, en fait, on travaille depuis longtemps. En 2015, lors d'un voyage d'Andrés Manuel López Obrador en France, on a fait en sorte qu'ils se rencontrent. On savait que
ça allait faire clic, qu'il y avait énormément de points communs et on ne s'est pas trompé. Donc ils sont devenus vraiment très, très amis. Vous pouvez voir comment ils expriment leur amitié dans ces vidéos. Bon, on m'a souvent posé la question, ça veut dire quoi Morena? Morena, c'est le sigle de Mouvement de Régénération Nationale. Donc c'est un mouvement politique assez récent, entre guillemets, je vais expliquer ça très vite. Mais le Morena, ça signifie aussi, ça fait référence à la peau mate de 90% de la population mexicaine. Et d'autres références historiques, etc. Et le terme régénération aussi renvoie historiquement au journal du même nom, Régénération, qui était un journal anarcho-syndicaliste des frères Flores Magón, qui ont joué un rôle essentiel pendant la Révolution mexicaine. Donc il y a toujours des références historiques derrière. Donc, ceci dit, je voudrais vous expliquer très rapidement pourquoi nous on parle de la 4e transformation du Mexique. En fait, on m'a déjà aussi posé la question, est-ce que c'est l'équivalent, disons, de la 6e République? Je dirais que d'une certaine manière, oui. Donc, mais au Mexique, on a eu 4 grandes transformations, enfin, oui, 4 grandes transformations dans le pays. La première, évidemment, c'était les luttes d'indépendance. Le Mexique a démarré la lutte d'indépendance en 1810 et ça s'est concrétisé en 1821. La deuxième grande transformation, c'est les guerres ou les luttes dites de réforme, qui ont marqué la séparation de l'Église et de l'État. On parle de la période 1857 à 1861. Donc en 1850, entre 59 et 1860, on a eu la loi de nationalisation des biens ecclésiastiques et la suppression des ordres religieux, la loi du mariage civil, les contrats de mariage civil sans intervention du clergé, le registre civil, les statistiques, contrôle de la population, registre de naissance et décès, exclusivement sous contrôle de l'État, la loi de sécurisation des cimetières et l'interdiction d'intérêt quelconque dans une église et la loi de liberté de culte, donc 1859-1860. Curieusement, la France a essayé de s'opposer à cette deuxième transformation, parce que tout de suite après, en 62, les troupes françaises de Napoléon III ont débarqué au Mexique et ça s'est plutôt mal fini, surtout pour Maximilien qui a été fusillé en 67. Donc ça, c'est la deuxième transformation. La troisième transformation, peut-être la plus connue, ou celle à l'étranger, peut-être en France, c'est la révolution mexicaine en 1910, qui a donné lieu notamment à notre constitution qui date de 1917. C'est l'une des premières constitutions à avoir mis dans le texte les droits sociaux et les libertés fondamentales. Et pour nous, la 4e transformation arrive donc le 1er juillet 2018 avec l'arrivée au pouvoir de Morena, et qui veut marquer surtout l'étape post-néolibérale avec une séparation du pouvoir politique et du pouvoir économique. Il y a, parmi les personnes qui connaissent plus ou moins le Mexique, il y a parfois une difficulté à comprendre un pays où, contrairement aux autres pays de l'Amérique latine, il n'y a pas eu vraiment de dictature au sens propre du terme, notamment pendant les années 70-80. On a du mal à comprendre en même temps parce que pendant toute cette période, on a été gouverné plus ou moins par le même parti.
Et on a souvent retenu les sigles, parce que c'est des sigles oxymoroniques, Parti de la Révolution institutionnalisée. Il fallait le trouver quand même. Mais en fait, disons, le prix, comme on le connaît en tant que tel, il a été créé en 1946. Hein, c'est plus ou moins récent. En fait, après la Révolution, il y a eu différents gouvernements plutôt issus de la Révolution, donc avec des idéaux qu'on pourrait classer à gauche, si on veut. Mais c'est une étape qui s'est terminée donc en 1940. Entre 1934 et 1940, le président de la République, le général Lázaro Cárdenas, est considéré pour nous et pour une grande partie de la population comme le dernier président de gauche au Mexique. C'est lui qui a nationalisé l'industrie pétrolière. C'est lui qui a ouvert les portes du pays à plus de 25 000 républicains espagnols qui fuyaient Franco, et aussi à des centaines de milliers de personnes juives de différentes nationalités qui ont été accueillies au Mexique. C'est lui aussi, vers la fin de son mandat, qui avait brièvement légalisé la consommation de drogue, parce qu'il y voyait déjà l'intérêt. C'est un peu notre croisat mexicain, parce que c'est lui aussi qui avait entamé les travaux pour créer, ça sera créé en 1943, un peu plus tard, l'Institut mexicain de la sécurité sociale, qui fonctionne plus ou moins comme le modèle français, beaucoup moins performant malheureusement, et qui a essayé d'être démantelé justement pendant les périodes néolibérales. Donc 40, pour nous, c'est le dernier président vraiment de gauche. Après, il y a eu, c'est une période, l'historien Lorenzo Meyer dit que c'est justement la période vraiment du PRI après, où on avait un parti qui n'avait pas vraiment d'idéologie. C'est-à-dire que les différents groupes à l'intérieur du parti faisaient ou suivaient l'idéologie du président en tour. Et qui, à partir de là, ils ont eu une tendance à aller vers le centre droite vers la fin. Donc, pour résumer, donc 40 derniers présidents de gauche, ensuite une période, disons, sans idéologie propre, et ensuite, à partir de 92, on voit arriver vraiment la partie pure et dure à l'intérieur de ce parti même, la partie pure et dure du néolibéralisme. Donc, 1980, en 2000, il y a eu un changement de groupe au pouvoir, mais c'est la droite qui est arrivée au pouvoir. Et en fait, on pense qu'il y a eu un accord entre les partis pour céder le pouvoir à la droite, faire semblant d'aller vers plus de démocratie, mais en fait, c'était un accord entre eux pour maintenir les mêmes politiques économiques. Parce que entre 82 et donc 2018, ils ont appliqué complètement des politiques néolibérales. D'ailleurs, le parti de droite au Mexique s'appelle Parti Action Nationale. On a fini par dire que c'était un seul groupe, et c'était le PRIAN. C'était une fusion de deux partis. Idéologiquement, c'est ça, c'est vrai. Pour expliquer un peu comment ça s'est passé, pour comprendre comment ça s'est passé au Mexique pendant tout ce temps-là, je pense que le mieux, c'est de faire appel à la littérature. Et il y a un romancier mexicain qui s'appelle René Avilés Favila, qui a publié un excellent roman sur le massacre des étudiants sur la place des Trois Cultures en octobre 68.
le 68 mexicain, ça s'est passé en octobre et ça s'est très très mal fini, donc avec un massacre. Il écrit un roman sur la question et un de ces personnages, c'est justement un président qui est toujours le même, mais tous les 6 ans, parce qu'il y a tous les 6 ans, il y a des élections, tous les 6 ans, on l'amène à l'hôpital et il subit une chirurgie plastique. Donc, tous les 6 ans, c'est quelqu'un d'autre et en même temps, c'est le même. Et je pense que ça évoque des choses aussi peut-être en France. Et franchement, René Avilés Fabila. Je ne suis pas sûr. Pardon? El Gran Solitario de Palacio, le grand solitaire du palais. Oui. Oui, à propos du massacre de Tlatelolco. Donc, je vais aller un peu plus vite. Bon, en 80, dans les années 80, les néolibéraux arrivent au pouvoir, mais ils ne sont pas apparus comme ça par un tour de magie. En fait, il y a une chercheuse qui a écrit un livre qui s'appelle Les origines du néolibéralisme au Mexique. Et c'est hyper intéressant parce qu'elle décrit comment, en fait, cette idéologie-là est arrivée dans le pays presque tout de suite après le général Cárdenas. Donc, dans les années 40, il y a eu tout un travail d'idéologie dans l'ombre. Ils se sont infiltrés, notamment dans certaines universités privées ou même des universités publiques. Leurs idéologues sont partis aux États-Unis suivre le cours d'économie de l'école de Chicago, etc. Et après, ils sont revenus et ils ont pris le pouvoir. Donc, ils arrivent au pouvoir en 80, dans les années 80, mais ils avaient déjà fait tout un travail idéologique à l'intérieur de différents partis. Et pour nous Mexicains, ce parti qui avait un président qui subissait une chirurgie plastique tous les 6 ans était connu comme le dinosaure. Les gens, les leaders politiques, c'était les dinosaures. Ça, en fait, ça fait appel aussi, encore une fois, à la littérature. Le plus court récit jamais écrit en langue espagnole, jusqu'en 2005, c'est une phrase d'un narrateur guatémaltèque qui vivait au Mexique, Augusto Monterroso. C'était « Cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba allí ». Quand il se réveilla, le dinosaure était encore là. Et donc, tous les 6 ans, après le résultat des élections, malheureusement, les Mexicains, on se disait « Ah, mince, le dinosaure est toujours là, est encore là ». Donc, en 80, pour vous donner une idée, jusqu'aux années 80, quasiment le seul parti politique qui avait une présence dans le pays, c'était le PRI, le Parti révolutionnaire institutionnel. Andrés Manuel López Obrador a été invité à participer, c'était un jeune étudiant à l'époque, et le PRI, pour attirer un peu d'autres parties de la population, a invité un grand poète latino-américain, mexicain, Carlos Pellicer Cámara. Il a été invité à être le premier, peut-être, candidat extérieur au parti. Il ne faisait pas partie, il n'était pas militant, mais il a été invité pour être sénateur. Et lui, il s'est dit, bon, si ça peut faire avancer les sujets auxquels je m'intéresse, on y va. Donc, il a été élu sénateur et il a invité Andrés Manuel à travailler avec lui. Andrés Manuel, c'était son attaché parlementaire. Et Carlos Pellicer Cámara, qui non seulement c'est l'un des plus grands poètes de l'Amérique latine, mais en plus, il a fait un travail extraordinaire avec les populations indigènes et dans la récupération de la culture
il a découvert, il était un peu archéologue amateur, et il est à l'origine de découvertes très importantes concernant la culture olmèque. Donc, Andrés Manuel s'est formé avec lui. Il a marché avec lui à la rencontre des populations indigènes. Je voulais en fait vous faire une projection d'images. Malheureusement, ça n'a pas été possible, mais il y a des images très belles où on voit Andrés Manuel à l'époque, dans les années 70, responsable délégué de l'Institut national des indigènes au Tabasco, qui marche pieds nus dans les champs à la rencontre des gens pour voir vraiment quels étaient les problèmes auxquels il faisait face. C'est là que le militant a commencé à forger sa vision du monde. Et quand, dans les années 80, les néolibéraux prennent le contrôle du parti, il dit « moi, je démissionne ». Et il va rejoindre d'autres personnes aussi qui ont démissionné, et on crée un front démocratique national qui a présenté pour la première fois un candidat d'opposition de gauche, vraiment de gauche très fort, à la présidence de la République. Et c'est aussi dans ce cadre-là qu'il devient maire de la ville de Mexico en 2000. Donc à la fin de son mandat à la tête de la ville de Mexico, il se présente au présidentiel en 2006. Et ça c'est important parce qu'en fait il s'est présenté en 2006, il s'est présenté en 2012 et finalement il a gagné en 2018. Bon, en fait, il a gagné en 2006, il a gagné en 2012 et ils ont fait des fraudes impressionnantes comme ils avaient l'habitude de faire au Mexique. En 2006, il a perdu, entre guillemets, à une différence de 0,58. Et le gouvernement en place s'est dépêché de brûler tous les actes, tous les témoignages possibles de cette fraude. Et pour nous, Mexicains, ça a été une catastrophe. Parce que justement, en 2006, c'était un président de droite qui arrive donc avec très peu de légitimité. Et pour asseoir sa légitimité politique, il déclenche une guerre qui n'était pas prévue ni préparée du tout, la guerre contre les trafiquants de drogue. Et c'est à partir de là que la violence a explosé. Donc si, on se dit tous aujourd'hui, si les résultats avaient été respectés, le Mexique n'aurait pas aujourd'hui des centaines de milliers de morts, dont on ne parle pas, hein, parce que malheureusement, dans les médias, dans le monde, et particulièrement les médias français, on parle surtout de Venezuela, mais on ne parle jamais des milliers de morts qu'il y a encore au Mexique. Donc il a gagné en 2006, il a gagné en 2012, et finalement, 2018, ça a été enfin reconnu. En fait, 2006 et 2012, il se présentait encore avec l'étiquette d'un autre parti de gauche qui avait été créé donc, à l'issue de cette scission des années 80. Et en fait, Morena, finalement, devient un mouvement politique sous ce nom le 2 octobre 2011. La date, en plus, elle fait référence, encore une fois, au massacre des étudiants de 68, le 2 octobre 68. Donc, 2 octobre 2011, Andrés Manuel crée au Mexique l'association, le mouvement politique Morena. On a été obligé de devenir parti politique après, en 2012, parce qu'à l'époque, au Mexique, on ne pouvait pas se présenter à n'importe quelle élection si on ne faisait pas partie d'un parti politique. Donc, on est né en tant que mouvement politique et on a été obligé de devenir parti politique en 2012. Et donc, la première participation nationale de Morena a été en 2015. On sortait, entre guillemets, de nulle part.
Mais en 2015, on est devenu la 4e force politique du pays. Et donc le 1er juillet 2018, on a vu arriver un véritable tsunami. C'est vrai qu'on avait gagné en 2006 et en 2012. Et en 2018, j'ai eu l'opportunité d'être là et on savait qu'on allait gagner. Ce n'était pas ça la question. La question, c'est est-ce qu'on va avoir suffisamment de voix pour qu'on gagne par chaos? Parce que c'était la seule manière. Il fallait vraiment massacrer les autres partis pour qu'ils ne puissent pas dire qu'il y avait eu une différence quelconque, etc. Il fallait vraiment gagner par chaos. Et on ne savait pas jusqu'à quel point on pouvait le faire. En plus, on avait besoin de gagner aussi l'Assemblée nationale et le Sénat. Parce que sinon, ça allait être beaucoup plus compliqué. Heureusement, et je m'en souviendrai toute ma vie, ils avaient dit que les résultats allaient être donnés vers minuit. Avant-hier, le candidat du Parti révolutionnaire institutionnel est passé à la télé pour dire « on reconnaît qu'on a perdu et que c'était un véritable tsunami ». Je ne vous raconte pas le visage des gens que j'avais en face. On était dans les bureaux en train de raconter encore les voix et les actes. C'était un peu pour... Imaginez-vous qu'en 2022, Emmanuel Macron passe à la télé à 20h pour dire « c'est Jean-Luc Mélenchon, le président de la République ». C'est exactement la même chose. Ils ont essayé, ils ont acheté des voix, on a subi des attaques pas possibles, tout comme vous le subissez en France. On nous a traités des populistes. D'ailleurs, on dit que le Mexique va devenir le Venezuela. Comment on a répondu? On dit populiste. Et en fait, la créativité du peuple mexicain a explosé. On faisait des t-shirts, on faisait des chansons. Ça s'est énormément joué sur les réseaux sociaux. Et on revertait tous les attaques. Par exemple, à un moment donné, ils ont commencé à dire « Morena est financé par Poutine, c'est la Russie qui va prendre le pouvoir ». Et donc, Andrés Manuel a fait une vidéo où il était à ce moment au bord de la mer. Il dit « Je suis là à attendre un sous-marin russe qui vient m'apporter l'or de la Russie. Et à partir d'aujourd'hui, je m'appelle Andrés Manuelovitch ». Ça a fait hashtag Andrés Manuelovitch, ça a fait exploser les réseaux sociaux. Et on a réussi à retourner à chaque fois par la dérision et par l'humour. Et en plus, donc ça a joué un rôle très important. Parce que les gens, du coup, ils comprenaient encore plus. Bon, déjà, ils avaient vu que tout ce qu'on avait dit à propos du fait que ne pas avoir reconnu le triomphe en 2006 et en 2012 allait être catastrophique, bah, ils l'ont vu hein, dans leur chair et dans leur poche, avec la violence dans le pays. Donc, on arrive donc au pouvoir. Non, je corrige. On arrive au gouvernement. On a gagné le gouvernement, mais on n'a toujours pas gagné le pouvoir. On a l'Assemblée nationale, le Sénat, la présidence de la République, un certain nombre de gouverneurs, 5 sur 31. Et on a aussi la ville de Mexico qui est comme un État fédéral désormais. Mais en fait, on n'a pas vraiment le pouvoir, parce qu'il y a des groupes de pouvoir économique, criminels même, qui sont toujours là et qui nous mettent des bâtons dans les roues.
En fait, je ne sais pas si vous savez, mais on dit que l'extinction des dinosaures, justement, ça s'est passé au Mexique. Hein, il y a 60 000 ans, un météorite est tombé dans le Yucatan et a tué tous les dinosaures. Mais malheureusement, malgré les élections, les dinosaures sont toujours là. Les dinosaures du PRI, les dinosaures de médias, les dinosaures des entreprises. Parce que le néolibéralisme a besoin de la corruption. Et ce n'est pas uniquement les hommes et femmes politiques qui étaient corrompus. Ils étaient en collusion avec les entrepreneurs de toutes sortes, qu'ils soient mexicains ou étrangers. Ils ne payaient pas d'impôts. J'évoquais avant-hier le fait que en fait, le système fiscal mexicain il est très performant. Ils arrivent à fiscaliser énormément les gens. Mais ils font payer uniquement la classe moyenne et les pauvres. Mais les grandes entreprises, que ce soit la télé, l'industrie pétrolière, etc., eux, ils ne payent pas d'impôts. Ils étaient pardonnés par le système fiscal. Ils étaient même pardonnés par le président de la République. Et d'ailleurs, Andrés Manuel a fait passer, il y a un projet de loi pour interdire le fait que le président de la République puisse pardonner les impôts à quiconque. Donc, les défis, vous pouvez vous imaginer, sont immenses. La réduction de la violence, parce qu'on était à plus de 300 000 meurtres et plus de 35 000 disparus. On avait plus de morts qu'en zone de guerre. Donc c'est pour ça qu'on ne comprend pas qu'on ne parle pas du Mexique alors qu'on n'arrête pas de parler de Venezuela. En finir avec la corruption, réduire les inégalités, créer un équilibre entre croissance et protection de l'environnement, récupérer notre souveraineté énergétique et alimentaire, apporter une solution humanitaire à la question migratoire, revenir dans la mesure du possible sur les réformes structurelles, démocratiser le pays. Bon, c'est vraiment énorme. Les difficultés en matière de sécurité sont particulièrement importantes. Comment on a répondu très très vite par une augmentation du salaire minimum. Le salaire minimum a été augmenté de manière généralisée de 16% et il a été doublé dans la zone libre de la frontière nord pour encourager le développement. Couverture sociale pour les travailleuses domestiques. Ça a été très très important. Réduction des salaires des hauts fonctionnaires. Lutte contre la corruption et le vol des carburants. Une réforme éducative, une réforme du travail, bourse pour les étudiants, allocation pour les personnes âgées et les personnes handicapées, et le vote qui doit se faire d'un référendum révocateur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les citoyens mexicains vont pouvoir dire à un moment donné, on n'est pas d'accord avec la manière comme le pays est en train d'être, le pays ou la commune est en train d'être gouvernée, et on va voter par référendum la révocation du mandat de la personne. Qu'est-ce que ça donne concrètement? J'ai vu une note du 12 août 2019 de cette revue d'ultra-gauche, d'ultra-communiste qui s'appelle Forbes. Ils disent « Le pouvoir d'achat des Mexicains a connu son plus grand essor en 17 ans ». Donc on voit déjà le changement. Mais, je vous disais, il y a encore de dinosaures, il y a encore un tas de groupes qui nous mettent des bâtons dans les roues, parce qu'ils sont toujours là, dans le ministère de la Justice. On ne pouvait pas arriver et virer tout le monde et le remplacer par des sympathisants. Donc il y a encore, et en plus les groupes de pouvoir qui utilisent par exemple les déclarations de groupes de notation financière internationale du genre Standard & Poor's. Standard & Poor's qui n'a jamais critiqué les gouvernements précédents et qui est très d'accord avec ce qui fait Bolsonaro au Brésil, mais qui n'arrête pas de critiquer ce qui se fait au Mexique. Donc c'est vraiment une lutte de tous les jours
et c'est aussi une lutte pour garder le parti, pour préserver le parti Morena. Je pense que je peux m'arrêter là pour laisser intervenir notre camarade Fabien, qui a été faire un stage aussi avec les députés Morena au Mexique. Et bien sûr, si vous avez des questions, de doutes, c'est avec plaisir que je me permettrai de répondre. Merci beaucoup. Merci Sergio. Effectivement, maintenant on va intervenir donc Fabien Lassalle, comme je vous disais, qui était sur un retour d'expérience justement de 6 mois au Mexique, notamment au sein du Parlement situé à Mexico. Donc il va nous exposer un moment ses impressions du pays, mais aussi de l'exercice un peu justement, comme on disait, du pouvoir ou du pouvoir qu'on n'a pas. Je ne sais pas, il va nous l'exprimer. Puis après, on laissera un temps pour les échanges avec la salle. Et moi, je laisserai l'animation à Fabien, qui va également jouer ce double rôle. Merci. Bonjour à tous. Donc je suis revenu il y a 10 jours de 6 mois d'expérience à Mexico. Donc je travaillais avec j'ai d'abord travaillé avec la sœur de Sergio, qui a été élue députée du Tabasco donc l'année dernière, le 1er juillet, en même temps qu'AMLO. Donc j'ai passé quelques mois avec elle au sein du Parlement mexicain et toute une équipe de 5 personnes. J'ai eu aussi l'occasion de travailler un peu avec l'Institut des Mexicains de l'étranger, qui dépend du ministère des Affaires étrangères et qui s'occupe des 10 millions de Mexicains vivant à l'étranger, à 98,5% aux États-Unis, dans un contexte où à peu près toutes les semaines, on apprenait par tweet à 5h du matin que X 1000 de Mexicains allaient être virés dans ce que Donald Trump appelle des rafles. Il utilise le vocabulaire et il n'a pas peur des mots. Donc je suis arrivé en janvier, fin janvier au Mexique, donc 2 mois après l'investiture d'AMLO. Et la première chose qui m'a vraiment surpris, c'est que j'ai senti un réel optimisme chez les gens, en parlant avec des chauffeurs de taxi, avec des gens que j'ai pu rencontrer à la fac, parce que j'allais suivre des conférences ou dans ma coloc, des amis d'amis, etc. Il y avait vraiment un grand optimisme. Les gens parlaient beaucoup de politique et attendaient beaucoup au bout de 2 mois de cette nouvelle vague, parce qu'en fait, il y a eu donc 70 ans de monopartisme absolu, qui ont été suivis d'une alternative à droite qui a donné à peu près la même chose que ce que faisait le PRI. Après quoi, le PRI est revenu dans une configuration on a changé, promis. Et en fait, c'était le mandat d'Enrique Peña Nieto qui a atteint des sommets de corruption, mais qui sont absolument inimaginables. Pour donner une anecdote qu'on m'a racontée, par exemple, Enrique Peña Nieto inaugurait un hôpital avec du matériel de soins, etc. Donc il y avait les médias qui venaient pour assister à l'inauguration de l'hôpital. Et puis 1 mois après, on inaugurait un nouvel hôpital, et tout le matériel de l'hôpital était déplacé dans le nouvel hôpital pour faire une nouvelle interview et montrer qu'on construisait des hôpitaux. Et à la fin, il y avait je ne sais combien d'hôpitaux, mais sans matériel, sans rien, sans patients, sans quoi que ce soit. Donc c'était vraiment... Et puis ce qui était aussi intéressant avec Enrique Peña Nieto, c'est que c'est un peu le Macron mexicain, au sens où c'est l'absolu du produit médiatique placé par l'oligarchie pour prendre le pouvoir. Il a bénéficié d'absolument tous les médias qui ont fait sa campagne pour assurer le retour du PRI. Ils ont choisi un jeune avocat plutôt avec une allure un peu de playboy. Ils ont été jusqu'à organiser un contrat avec une star de telenovela pour qu'elle l'épouse.
Donc ils se sont mariés, ils ont passé 6 ans ensemble, et à la fin donc, du mandat, ils sont en procédure de divorce, comme ça avait été arrangé. Et c'était vraiment une procédure qui visait à aller chercher le plus de voix possible partout. Bon, en tout cas, là, donc la vague dégagiste qui a suivi les élections est absolument impressionnante. En une journée, une grande partie des dinosaures ont été décimés. J'ai été, 2 jours après mon arrivée, je me suis rendu sur mon nouveau lieu de travail, la Cámara de Diputados, la Chambre des députés. Et j'ai été impressionné parce qu'il y avait des vieux, il y avait des jeunes, il y avait beaucoup de personnes à la peau foncée, il y avait des enfants qui étaient là, énormément de femmes, il y avait vraiment de tout. Et Quetzal, donc, qui était mon collègue, m'a dit oui, maintenant, depuis 6 mois, chose qui n'était pas du tout le cas avant, le Parlement mexicain ressemble à l'entrée d'une bouche de métro. Et c'était exactement ça. Enfin, il y avait une représentation du Mexique, je pense, dans sa plus grande diversité. Il n'y a pas eu de loi sur la parité qui a été faite, et pourtant, sur les 500 députés, je crois à 8 députés près, on a une parité quasiment absolue de genre. Au Sénat, c'est pareil. Il y avait 3 femmes dans l'ancien gouvernement d'Enrique Peña Nieto, ou 4, je ne sais plus. Maintenant, là, il y a une parité qui est absolue. Ce qui est bien que quand il y a eu la transition, la passation de pouvoir, donc il y avait l'ancien gouvernement qui était là, et le nouveau qui allait être institué par AMLO, et on avait d'un côté 3 femmes et de l'autre une vingtaine, donc ça, c'était assez flagrant à voir. J'ai vu les images. Donc oui, il y a eu tout ce processus de vague dégagiste. En parallèle, moi, ce qui m'a beaucoup impressionné, en fait, il faut savoir que les partis comme le PRI le PRI compte je ne sais pas combien, tu as les chiffres, Sergio, peut-être, mais plusieurs millions d'adhérents, parce que c'est... Non, je n'ai pas le chiffre. En tout cas, oui, il y a énormément d'adhérents, c'est parce que c'est un système qui, jusqu'à présent, était un système clientéliste, c'est-à-dire que les gens adhéraient à un parti, en échange de quoi ils recevaient un peu d'argent, ils recevaient des aides pour pouvoir faire fonctionner leur champ, ou alors un appui du gouverneur pour tel ou tel projet. Et donc les partis ils reçoivent toujours beaucoup d'argent, beaucoup plus que les partis en France. C'est des sommes colossales qui permettaient, des dizaines de millions d'euros qui permettaient d'abreuver justement ce système clientéliste. Et donc là, ça va être prévu pour l'année prochaine. Les partis vont recevoir moins d'argent, mais en attendant, et ça va se pérenniser parce qu'il y a tellement d'argent, Morena a choisi de mettre 75%, c'est ça, 75% de son argent dans la formation politique. Donc partout dans le pays, il y a des assemblées où on va former des assemblées au fonctionnement de la constitution du pays, à comment organiser une manifestation, à l'histoire du pays. On va faire des assemblées de femmes, on va parler des questions féministes, ou des manières de protéger les femmes des agressions. Enfin, il y a tout un mécanisme de formation qui touche des millions de personnes maintenant au Mexique, et ça qui est lancé par la Morena. Donc sachant qu'il y a une certaine déficience du système scolaire notamment, ça permet vraiment un mécanisme d'éducation populaire qui est impressionnant, et qui pour nous doit vraiment être une source d'inspiration, la possibilité de former tout un tas de gens à la politique, à l'histoire de son pays, à ce qu'on n'apprend pas forcément à la télévision, etc. En tout cas, il y a eu tout un tas de mesures qui ont été prises en seulement 6 ou 7 mois. Donc il y a eu donc oui une très forte augmentation du SMIC qui a vraiment relancé, redonné un coup de pouce très important à la population, sachant que une grande partie de la population vit de l'emploi informel, donc c'est des populations qui ne vont pas être touchées tout de suite par ces mesures, mais peu à peu on va faire en sorte de toucher tout le monde. Il y a sur le plan international,
on est revenu à une politique d'indépendance du Mexique qui est dans sa tradition depuis la Révolution. Par exemple, lorsque il y a eu la tentative de putsch au Venezuela, le Mexique a été l'un des seuls pays d'Amérique latine à ne pas reconnaître le putschiste Juan Guaidó. Il y a eu des allocations qui ont été mises en place pour les personnes âgées. Maintenant, toutes les personnes âgées ont un minimum vieillesse qui n'existait pas avant. Tous les étudiants maintenant vont recevoir une bourse. Alors c'est des sommes faibles, mais il faut remettre ça aussi dans un contexte économique qui est très difficile. Sur le plan démocratique, c'est des mesures qui ne feraient pas lire d'envie les Gilets jaunes. Maintenant, le référendum d'initiative citoyenne existe là-bas. Je crois que c'est 1% des citoyens qui peuvent signer une pétition et un référendum est déclenché. Le référendum révocatoire aussi, dont on a parlé. Il va y avoir aussi la dépénalisation de la drogue qui va permettre aux cartels de voir les sources de leur financement baisser. On va connaître également l'amnistie d'un certain nombre de petites mains des trafics afin de casser par le bas les réseaux des cartels, sachant que cette année, ça a été l'année la plus violente depuis 30 ans, je crois, au Mexique. Le problème de la violence est partout et la question de la sécurité est vraiment la question qui obsède les Mexicains, parce que quand leurs enfants sortent le soir, ils ne savent pas s'ils vont rentrer vivants. C'est quelque chose que j'ai vu. Les parents sont toujours très 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 inquiets. Pour les femmes, il y a un taux de féminicide qui est considérable. Je crois que c'est toutes les 3 heures une femme se fait assassiner au Mexique. Il va y avoir tout un processus de diversification de l'économie qui va être mis peu à peu en place aussi. Il faut savoir que 80% des exportations mexicaines sont à la destination des États-Unis, ce qui en fait une république bananière, un véritable protectorat. À partir de là, il n'y a aucune possibilité de changement de la politique dans le pays si elle ne convient pas aux États-Unis. Et d'ailleurs, on en a été victime quand j'étais là-bas. C'est-à-dire que AMLO a choisi de rompre avec la politique qui consistait à placer dans des camps les migrants centro-américains qui cherchent à passer aux États-Unis, à les accompagner, à s'assurer. Il a cherché à les accompagner, à s'assurer qu'ils puissent faire la traversée dans de bonnes conditions. Et au bout de plusieurs mois, Donald Trump a décidé de mettre en place un taux douanier de 5% sur les exportations mexicaines aux États-Unis tous les mois, jusqu'à atteindre 25%, ce qui aurait absolument ruiné l'économie du pays. Et là, malheureusement, on a dû céder, parce que sinon c'est l'économie tout entière du pays qui s'effondrait. Mais en tout cas, on en était déjà conscient, et je pense que cette leçon va accélérer les choses. On va chercher à diversifier au maximum l'économie mexicaine, à aussi avoir une forme d'autosuffisance, notamment alimentaire, qui a été perdue par l'ALENA, le traité de libre-échange avec les États-Unis et le Canada. Ce traité, il fait que maintenant le Mexique importe du maïs des États-Unis, ce qui paraît complètement absurde. Ce traité a fait en sorte qu'il y a aujourd'hui plus de personnes obèses qu'aux États-Unis, parce que les taxes sur les fruits et légumes ont augmenté de 5%, tandis que les taxes sur les sodas ont baissé de 40%. Toute la zone productive du Nord sert juste à faire du dumping social, et c'est là qu'on fabrique des voitures, de l'équipement technologique, des vêtements qui sont à la destination des États-Unis pour des salaires qui certes sont plus importants qu'à la moyenne mexicaine, mais qui sont ridicules en comparaison de ce qui est gagné 100 mètres plus haut de l'autre côté de la frontière. En tout cas, oui, c'est tout un tas de défis auxquels on est confronté. Il y a une bureaucratie qui
qui est la plus lourde que j'ai jamais vue, un État profond qui est très très puissant aux États-Unis, aux États-Unis mexicains, oui, qui vient de la période du PRI, et en plus la configuration fédérale du pays fait que l'exécutif a beaucoup de difficultés à s'insérer dans ce qui se passe dans les échelons plus bas au sein des États, au sein des municipalités, etc. C'est pour ça qu'il y a tout un travail très important dans la lutte contre la corruption qui est mis en place. La ministre qui s'occupe, j'ai oublié son nom, comment elle s'appelle ? Ilma Alene fait un travail absolument formidable dans la lutte contre la corruption. Il y a eu l'idée, par exemple, de verser directement les aides sociales aux personnes et non pas à des associations, etc., qui détournaient l'argent. Un bureau spécial contre la corruption, un procureur indépendant a été mis en place, ce qui évite, même s'ils se le permettent quand même, mais d'expliquer que AMLO fait des chasses aux sorcières contre ses ennemis. D'ailleurs, à ce propos, il y a des centaines de prisonniers politiques qui ont été relâchés, des professeurs grévistes, des campesinos, des paysans, aussi des femmes qui avaient avorté, qui étaient en prison parce qu'elles avaient avorté. Donc ces femmes ont été amnistiées. L'inscription de la corruption a été reconnue. Il faut savoir que la corruption n'était pas reconnue comme un délit jusqu'à il y a un an. Il y avait certaines pratiques très très graves de corruption qui étaient punies, mais par exemple le délit d'initié, les emplois fictifs, ce genre de choses n'étaient pas du tout punis et sanctionnés. Donc la lutte contre la corruption se mène au sein de l'armée. Il y a eu l'idée qui a été critiquée, mais qui me semble personnellement être une bonne décision de créer une garde nationale qui va intégrer la police fédérale, une partie de l'armée de terre et des civils volontaires. Et cette garde nationale permet à AMLO de restructurer les réseaux de l'armée et donc de casser les réseaux mafieux qui existent en son sein. Donc oui, en tout cas, un très grand nombre de mesures ont été prises sur ce plan-là. Donc en plus de l'État profond, il y a les États-Unis de Donald Trump qui sont juste au-dessus, avec ses 80% d'exportation et avec des ingérences constantes dans la politique du pays auquel AMLO doit résister. Là, pour l'instant, la décision qui a été prise, ça a été de ne pas avoir de face-à-face direct pour l'instant, et donc c'est assez difficile de devoir composer avec cela. On a également une église qui est relativement puissante, des églises évangélistes qui s'insèrent également des églises évangélistes financées par les États-Unis qui s'insèrent dans le paysage religieux et qui permettent de contrôler tout un tas de gens. On a les narcotrafiquants qui sont liés, voire même pour certains créés par les politiques, qui permettent une bordélisation du pays, qui leur permet de se maintenir au pouvoir. Donc oui, et puis le contexte international, et notamment en Amérique latine, est pour l'instant très mauvais. Enfin, la vague de gauche qui a emporté l'Amérique latine il y a 15 ans a quasiment disparu. Il reste seulement quelques bastions qui sont fortement déstabilisés. Là, les prochaines élections, notamment en Argentine, vont peu à peu remodeler la carte. Mais pour l'instant, il y a très peu de partenaires sur qui AMLO peut compter. Et en fait, ça marche parce que AMLO, aujourd'hui, est à 75% d'opinion favorable, ce qui est absolument improbable dans un pays comme la France. Il y a 75% des Mexicains qui, malgré toute la propagande du parti médiatique, malgré toute la mauvaise foi dont peut faire preuve l'opposition contre AMLO, il y a 75% des Mexicains qui approuvent sa politique. C'est pour lui une légitimité populaire sur laquelle il cherche justement à inscrire dans la continuité, qui
qui lui permet d'avancer et qui fait que pour l'instant il est difficilement touchable. Alors son idée, c'est que dans 2 ans et demi, à l'occasion des prochaines élections législatives, il va enclencher lui-même justement le référendum révocatoire pour demander aux Mexicains, au bout de 3 ans de mandat, son mandat c'est 6 ans, est-ce que vous voulez que je continue? Et alors là, si le peuple dit oui, il continuera et surtout ira plus loin dans sa politique, après avoir montré pendant 3 ans que non, le Mexique n'allait pas devenir un satellite russo-vénézuélien. Et en parallèle de ça, il réussit très bien, je trouve, à maîtriser l'agenda politique. Il fait quelque chose qui, à mes yeux, est exceptionnel. Tous les matins, à 7h du matin, il fait une conférence de presse où il répond à absolument toutes les questions des journalistes. Il s'en sort très bien, il prend très bien les tacles, réussit à les contourner. Il est très bon pour ça. Et ça lui permet de complètement maîtriser l'agenda médiatique. Il reste les 5 jours de la semaine à Mexico et tous les week-ends il part dans une province du pays, dans un état du pays pour rencontrer les habitants. Les habitants ont un accès très facile à lui, ce qui me paraît personnellement inconscient mais qui est en même temps très très courageux de sa part. Il a énormément réduit sa sécurité personnelle, ce qui fait qu'il est très très accessible. Les gens viennent le voir avec des dossiers pour parler d'un problème dans une région. Il prend des vols commerciaux. Il a vendu quasiment tous les avions présidentiels ont été vendus et il prend des vols commerciaux. Donc ce qui fait que vous pouvez vous retrouver avec le président de votre pays dans l'avion pour aller voir votre grand-mère et vous pouvez lui parler des problèmes que vous avez. Il y a des gens qui savent qu'il va être à l'aéroport à telle heure, donc ils viennent avec un dossier et puis ils vont lui parler d'un problème dans un état du pays, ou alors ils vont dénoncer un responsable politique qui est corrompu parce qu'ils n'ont pas accès directement là-bas à la justice, étant elle-même corrompue. Donc tout ça explique sa popularité. Il se déplace lui-même dans sa petite voiture pour aller au palais présidentiel depuis son petit appartement. Il vit comme les Mexicains en fait. Et c'est la première fois que depuis très 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 longtemps que le président mexicain est un homme du peuple qui vit comme le peuple, qui n'est pas déconnecté de la réalité et en qui les gens peuvent tout simplement se reconnaître. Donc maintenant, il va falloir être attentif pour voir ce qui va se passer pendant les 5 prochaines années. Mais en tout cas, moi, je ne doute vraiment pas de sa sincérité et de sa volonté très ferme. Il va falloir voir comment va s'ancrer Morena et comment sera préparée la suite. Il va falloir aussi voir l'évolution internationale qui, je l'espère, permettra d'aller plus loin. Et puis surtout que peu à peu on puisse récupérer enfin que le peuple mexicain puisse retrouver sa souveraineté, son indépendance, notamment des États-Unis, pour pouvoir faire les politiques qu'il souhaite, qui sont des politiques qui s'inscrivent dans l'histoire du pays, dans ces 3 premières transformations, l'indépendance, la réforme et la révolution, et qui guident chaque... Enfin, qui s'inscrivent dans cette histoire. Et pour conclure, le premier jour, quand je suis arrivé, je suis allé visiter le Palais national de Mexico, où on retrouve une très très grande fresque de Diego Rivera, absolument magnifique, qui est sur 3 murs. Le premier représente l'histoire précolombienne du pays, avec les grandes civilisations aztèques, mayas, les aspects positifs et négatifs de cette période, puis ensuite la conquista et les grandes périodes du Mexique colonial, puis du Mexique indépendant. Et sur le dernier mur, on représente le futur du Mexique, où on voit Karl Marx tel Moïse tenant le capital tel les tables de la loi. Donc évidemment le Mexique dans sa recherche de construction d'un futur à lui a bien sûr bien d'autres inspirations que Marx, mais en tout cas tout autour on voit un Mexique en paix, un Mexique qui peut jouir d'infrastructures réelles, de services publics, et où les gens sont heureux. Et je crois que Diego Rivera se tournait vers ce qui commence à se construire avec Andrés Manuel López Obrador. Voilà.
Est-ce que tu veux redire un mot ou on passe tout de suite aux questions? Non, je pense. Ok, donc il y a des questions? Je voudrais juste savoir l'implication citoyenne, comment c'est organisé avant l'élection et après. On dit qu'il y a 1 million de gens avant et maintenant 3 millions à Morena, mais au-delà même des gens inscrits, comment la population s'implique dans les grandes villes, dans les campagnes. Beaucoup de commentaires sur ça. Comment on fait pour que les gens s'impliquent? Oui, je voulais d'abord saluer l'extraordinaire présentation qui a été faite. Oui, je voulais saluer l'extraordinaire présentation qui a été faite de cette 4e transformation au Mexique. Et c'est tellement important parce que moi j'ai réfléchi essentiellement sur la question de la transmission et de l'éducation populaire. Étant donné que, surtout en Amérique latine, et aussi parmi nous, en France, la question de percer au-delà d'un certain nombre de personnes, de la masse populaire, avec le développement de la conscience de qu'une transformation est possible, en se basant sur des expériences concrètes. Je pense, la question que je vous pose, c'est, je pense que Morena et les Mexicains en général ont une responsabilité fondamentale aujourd'hui en Amérique latine pour transmettre ce qu'ils ont arrivé à faire. Un mouvement politique et social qui a réussi à dépasser le seuil sur lequel ils butent les peuples en Amérique latine, où il y a des mobilisations énormes, mais qui se maintiennent dans un dégagisme apolitique, qui ne développe pas la conscience nécessaire pour dépasser ce seuil. Donc ce sont des mobilisations qui montent, et ils trouvent la répression, ils descendent, ils se réorganisent, ils montent de nouveau, et ça dans une suite répétée, et ils n'arrivent pas à percer. Et le manque de cette capacité vient essentiellement de la capacité à éduquer ces populations à la possibilité d'accéder au pouvoir politique. Et donc, c'est la question que je vous pose, c'est qu'est-ce que vous envisagez pour construire, d'une part, cette conscience encore plus forte au Mexique, qui est déjà acquise en partie, et la transmettre solidairement aux autres peuples qui sont dans la même lutte. Oui. Pardon. Bonjour, je suis militant à Révolution et c'est dans une internationale, la Convention artiste internationale. On a une branche d'ailleurs au Mexique, la Izquierda Socialista. J'ai eu la chance de rester un an au Mexique à militer avec eux. Et on a vu tout l'espoir que portait AMLO avec des mesures très fortes lors de son élection, les services publics, la fin du néolibéralisme, la souveraineté économique. Et ma question, c'est que ces mesures-là, ça ne va pas beaucoup plaire à la bourgeoisie nationale. Le Mexique est très lié à la bourgeoisie états-unienne. Comment Morena et AMLO comptent lutter contre cette bourgeoisie nationale alors qu'elles ne sont pas avoir pour projet d'investir majoritairement les syndicats, sont très convaincus, ni de nationaliser certains secteurs stratégiques tels que PMX ou le pétrole. Quelle est la stratégie pour lutter contre cette bourgeoisie dans l'ensemble du Mexique? Encore une question pour l'instant, madame? Venez, vous. Je voudrais connaître la position du mouvement. Elle veut connaître la position du mouvement zapatiste, c'est ça? La position maintenant du gouvernement sur l'ALENA. Il est envisagé une réforme agraire. Attendez, vous voulez pas venir, madame? Ça sera plus simple.
Donc, que deviennent les paramilitaires? Et ensuite, si la production reste toujours aux mains des privés, est-ce qu'il ne va pas se reproduire, comme au Venezuela, des crises de pénurie? Voilà. Merci. Ma question sera rapide. Je voulais savoir, connaître la position de Moreno sur les décisions de Trump qui est prise début août, déclarant un embargo total contre les avoirs vénézuéliens. Quelle est la position de Morena? Et éventuellement, quelles sont les mesures que Morena compte prendre pour aider le peuple vénézuélien contre cet embargo qui peut s'avérer pire que l'intervention militaire envisagée par Trump au Venezuela? Une dernière. Hein? C'est la même chose? D'accord. Ok. Donc il y a beaucoup de choses. Donc concernant l'implication des personnes, d'ailleurs c'est un peu lié avec ta question, Hugo. Comme je disais, même si Morena est né en 2011, on n'est pas apparu par génération spontanée. Il y a tout un travail de fond qui venait depuis 2006 et même avant. Alors, ce qu'on a fait une fois que Morena est né, c'est qu'on a créé une sorte de groupe d'action, si vous voulez. Ça pouvait être 2 ou 3 personnes, même parfois c'était au sein d'un groupe d'action, c'était une famille qui faisait du travail auprès de la famille élargie, du voisinage, etc., du porte-à-porte. Tout un travail, évidemment, on ne pouvait pas aller comme ça arriver, notamment chez les paysans, vu la dégradation de l'école publique au Mexique, chez des gens qui avaient une scolarité pas très importante et tout, arriver et essayer d'expliquer Marx. Ça, on l'avait déjà vécu, ça ne marchait pas. Donc, ce qu'on faisait, c'est qu'on donnait des exemples très pragmatiques de comment, en fait, les décisions prises loin à la ville de Mexico, voire à Washington, avaient un impact direct sur chacun des citoyens. Parce que parfois, les personnes se disent « Oui, mais bon, ils vont augmenter le prix de l'essence ou ils vont privatiser l'industrie pétrolière. Moi, je ne produis pas de pétrole, ça ne me concerne pas. » Donc, c'est à ce point-là. Donc il fallait vraiment montrer à chaque personne comment toutes les décisions du gouvernement avaient un impact sur leur vie. Et on a énormément utilisé les réseaux sociaux. Il faut savoir que peut-être que tous les gens, tout le monde au Mexique n'a pas une connexion Internet, mais il y en a énormément qui ont accès à Internet par leur téléphone, même dans les petites villes, dans les villages, etc. Donc on a fait jouer énormément les réseaux. On a aussi une chaîne de radio populaire que le gouvernement a essayé de fermer à plusieurs reprises. Et la radio aussi est un radio qui passe aussi par Internet, hein. Donc ça se limite pas aux ondes autour de la ville de Mexico. Donc on a fait jouer tout ça. Et par exemple, sur l'une des vidéos que vous avez vues avec Jean-Luc Mélenchon, l'une des conférences avec Jean-Luc, vous avez peut-être remarqué un bonhomme moustachu. Il s'appelle Paco Ignacio Taibo. En fait, c'est l'un des grands écrivains mexicains. Je vous conseille d'aller chercher ses livres, particulièrement sa biographie de Che Guevara, qui est considérée comme l'une des meilleures, et sa biographie de Pancho Villa. Il est quasiment complètement traduit en français parce qu'il fait partie de lecture du CAPES d'espagnol, je crois. Et donc, lui, avec son équipe, une équipe de Morena, on fait des brigades. Ils appellent ça les brigades pour lire en liberté. Donc, ils vont proposer des lectures, ils vont faire
crée des cercles de lecture, pas forcément de lecture politique, hein, c'est tout, des romans, la poésie, un peu tout. Et ils ont eu un impact impressionnant. Et je vous conseille, je crois, si on n'a pas encore sous-titré la vidéo de sa conférence avec Jean-Luc Mélenchon, on va essayer de le faire parce que c'est vraiment important, tout ce qu'il raconte. Donc il s'agissait d'échanger les mentalités. Parce que quand je parlais de l'infiltration un peu souterraine de l'idéologie néolibérale, ça c'est joué à tous les niveaux. Hein. Et donc, en fait, le défi, c'était de renverser une certaine vision du monde. Je ne dis pas qu'on a réussi à 100%, parce que justement, la bourgeoisie, la haute bourgeoisie, type culturel maintenant au Mexique, on appelle les fifis, par opposition au peuple. C'est un nom qui vient de l'époque révolutionnaire. Donc les fifis sont toujours là à dire qu'on va devenir Cuba, Venezuela, etc. Il y a aussi le fait, un phénomène tout à fait nouveau, c'est que Morena a été le premier mouvement politique à avoir des comités à l'étranger. Et ça a été très important. Et en plus, c'est des comités qui n'ont pas été formés par ordre d'Andrés Manuel López Obrador. Non, c'est les citoyens mexicains à l'étranger qui se sont rencontrés et on a dit on peut faire quelque chose. Bon, évidemment, il y en a énormément aux États-Unis. C'est surtout eux qui ont des grands comités. Mais même en France, on se réunit et on s'est rendu compte que, par exemple, ne serait-ce qu'une vidéo tournée devant la Tour Eiffel montrant le soutien des Mexicains en France à Andrés Manuel avait un impact très très important dans la population, parce qu'ils se disent ah mais attention, ces gens-là qui sont à l'étranger, qui connaissent d'autres choses, soutiennent Andrés Manuel, il doit y avoir une raison. Et donc ça a aussi pas mal joué. Donc la formation politique, en fait, c'était pas 75%, mais c'est 50% du budget de Morena qui va être dédié à la formation politique, parce que c'est essentiel. Et il faut dire aussi qu'on a, pour impliquer encore les gens, vraiment à la participation politique, pas uniquement au vote. Il y a un moyen de sélection d'une partie de députés qui se fait par tirage au sort. Ce qui fait que une femme au foyer, ou un paysan, ou une personne d'origine indienne qui n'avait jamais songé à participer en politique, vraiment participer, être voté, il se trouve désormais à la Chambre fédérale ou dans les chambres, dans les assemblées locales, etc. Donc ça, c'est des mécanismes qu'on a essayé de mettre en place. C'est pas encore parfait, parce que c'est vrai que il y a eu par exemple le cas d'une personne tirée au sort qui n'avait pas vraiment une formation politique et dont les convictions rentraient un peu en contradiction avec les valeurs du mouvement. Pour vous donner un exemple, au niveau local, on a eu le cas d'une députée tirée au sort qui était homophobe. Donc, bon, ça, on ne le savait pas. On l'a découvert un peu quand elle était déjà élue. Bon, c'est des choses qui arrivent. Mais moi, je suis en tout cas partisan de cet exercice, de l'améliorer, de faire en sorte que ça se passe mieux. Donc, avec le zapatisme, les rapports ont toujours été un peu compliqués. Mais le zapatisme, ce n'est pas tous les Indiens du Mexique, loin de là. Ils sont vraiment centrés sur la région du Chiapas. Et même, ce n'est pas toutes les ethnies du Chiapas qui sont avec le zapatisme.
il y a eu une main tendue d'Andrés Manuel qui a été refusée, qui a été rejetée par le commandant, bon, il ne s'appelle plus commandant de Marcos, mais qui a été rejeté par Marcos. Et ils ont une position compliquée parce que à toutes nos propositions, ils disent non. Donc là, dans ces conditions-là, c'est un peu compliqué de dialoguer. Mais il y a de très bons rapports avec d'autres ethnies tout au long du Mexique. Et d'ailleurs, il y a pour la première fois des personnes d'origine indigène qui participent au gouvernement. Il y a une vraie politique de travail avec eux. Et par exemple, pour donner un exemple, dans le Oaxaca, qui est une région très, très indienne aussi, on a décidé, comme avait dit Fabien, que les ressources économiques n'allaient plus passer par des intermédiaires, mais qu'ils allaient aller directement aux personnes concernées. Et dans les communautés indiennes, ils ont une pratique ancestrale qui s'appelle tequio, T-E-Q-U-I-O. Le tequio, en fait, c'est du travail communautaire, gratuit. Les gens, ils se mettent ensemble pour nettoyer la ville, pour peindre une école. D'ailleurs, ça commence un peu à... j'ai vu qu'il y a des expériences récemment en France où dans les quartiers, ils commencent à faire ça. Bon, ça, c'est quelque chose de traditionnel dans les communautés indiennes au Mexique. Donc, ce qu'on a fait, c'est que maintenant, ils reçoivent l'argent directement. Et par exemple, pour construire de chemins, de routes, et CU, ils ont tous les éléments dont ils ont besoin pour construire la route, mais c'est eux qui la construisent. Et en plus, c'est eux, ils avaient décidé que la route devait aller par-ci ou par-là. C'est eux qui décident. Et ça se passe très, très, très bien. Il y a des vidéos sur Internet où on peut voir comment progresse la construction de ces routes qui sont d'une grande qualité, parce que là, il n'y a pas de tricherie. C'est eux qui gèrent. Et on essaye de faire pareil avec les restes, les autres allocations. Ça passe plus par des intermédiaires politiques ou autres qui très souvent avaient l'habitude de voler cet argent. Donc, il y a une vraie politique indigène, mais le rapport avec le zapatisme sont compliqués pour l'instant. La LENA, en fait, disons que ça va bientôt disparaître parce que, en fait, Trump lui-même a provoqué une renégociation une renégociation qui a été faite avec le gouvernement précédent, le gouvernement mexicain précédent. Mais Andrés Manuel a réussi quand même c'est pendant la période où il avait été élu, mais il n'était pas encore au pouvoir. Mais il a réussi quand même à empêcher un certain nombre de choses. Donc, le nouveau accord, sans être extraordinaire, on a réussi quand même à réduire les dégâts. Ça s'appelle plus ALENA, ça va s'appeler TEMEC. Et ça a été approuvé par les assemblées. Et pour l'instant, ça inclut pas forcément ou pas encore le Canada, c'est en négociation, etc. Ça a été approuvé par les assemblées au Mexique, mais aujourd'hui, c'est aux États-Unis que ça coince, parce que les démocrates ne veulent pas l'approuver, parce que ce serait un peu donner de points à Trump, etc. Donc, tout ça, c'est très, très compliqué. Et en plus, on a le problème que tous les jours, Trump nous sort un tweet pour nous menacer de ci et de là. Donc, la guerre américaine, ce n'est pas uniquement contre la Chine. Nous aussi, on subit ça tous les jours, mais on ne le dit pas à la télé. Donc, une réforme agraire, en fait, la réforme agraire au Mexique existe depuis Lázaro Cárdenas. Et donc, il y a eu une énorme répartition, et notamment, justement, pour les paysans et les paysans indiennes, on avait repris un modèle traditionnel qui s'appelait el ejido. C'était des terres qui appartenaient à la commune, qui étaient exploitées de manière communale. Dans les années 80, les néolibéraux ont fait marche arrière à ça. Et en fait,
dans ça, comme dans les questions d'énergie, une tas de choses, depuis leur arrivée, les députés, le sénateur et le président travaillent énormément à essayer de détricoter tout ce qui a été fait pendant des décennies. Donc c'est ça le problème, c'est qu'on essaye de démanteler tout ça pour construire quelque chose de bien. Et avec le souci que Andrés Manuel a que 6 ans pour faire ça. Il dit qu'il travaille comme si c'était 12, mais il a 6 ans parce qu'il ne peut pas et il ne veut pas se représenter. Bon, la droite n'arrête pas de dire qu'il va faire comme Maduro et qu'il va se représenter, etc. etc. Il est arrivé à un point où il a dit « je vais signer devant un notaire mon engagement de ne pas me représenter, de ne pas changer la Constitution pour se représenter ». Donc il n'a que 6 ans pour changer ça. Les paramilitaires, ça se mélange beaucoup avec la question du crime organisé. Il faut savoir qu'avec la création de la garde nationale, il y a eu un changement complet de doctrine et de politique. Il n'y a plus de guerre contre les trafiquants de drogue. Dans le sens, on ne cherche plus la confrontation parce que ça mène à rien. Donc on essaye de reprendre le contrôle. L'État essaye de reprendre le contrôle, mais on ne va pas aller les chercher au fin fond de la montagne ou tirer sur tout le monde dans la ville. Ils essayent de frapper là où ça fait le plus mal, au niveau du blanchiment d'argent, des frappes chirurgicales sur le flux financier. Et le problème, c'est que les groupes criminels et beaucoup de paramilitaires, en fait, étaient des mèches avec des gouverneurs. Et on n'a pas le contrôle. Pour l'instant, on n'a que 5 gouverneurs dans tout le pays. Donc, ça complique un peu la chose. La pénurie au Venezuela, bon, à mon avis, ça a été très, très bien orchestré par l'oligarchie vénézuélienne elle-même et par les États-Unis. Donc nous, on doit faire très très attention. Quand le président est arrivé, il s'est rendu compte, par exemple, qu'il y avait des taux de vol de carburant impressionnants. C'était presque plus de 50% du carburant du pays qui partait, on ne sait où. Mais vous imaginez bien que le carburant, ce n'est pas comme voler des bananes ou des oranges. Il y avait toute une implication de l'armée, ça venait même du ministère de l'énergie, parce que évidemment il faut savoir où passe la pipeline, à quel moment le tuyau peut être percé et à quel moment on peut sortir le carburant. Donc il y avait tout un tas de corruption là-dedans, et pour vraiment savoir où étaient les prises clandestines de carburant, il a fallu arrêter les flux pétroliers, de pétrole, d'essence, etc. Donc il y a eu déjà une pénurie d'essence pendant quelques semaines. Évidemment, la bourgeoisie a commencé à dire « Mais vous voyez déjà, il vient d'arriver, c'est déjà le Venezuela, on n'a pas d'essence. » Mais le peuple a très bien compris que pour reprendre le contrôle, il fallait faire ça. Il fallait couper pour savoir où il y avait une fuite, où il y avait une... Et d'ailleurs, malheureusement, vous avez peut-être vu à la télé, il y a eu un moment, un accident, parce que les gens venaient remplir des bidons et ça a explosé. Il y a eu pas mal de morts. Andrés Manuel dit que la meilleure politique internationale, c'est la politique intérieure. C'est-à-dire qu'il a repris très clairement une doctrine diplomatique qui était la règle au Mexique jusqu'en 2000. Ça s'appelle la doctrina Estrada. La doctrine Estrada qui, en gros, est pour le respect des décisions de chaque État et pour ne pas intervenir sur les décisions justement de ces États. Et avec le cas du Venezuela, les seuls pays
qui ont refusé de critiquer ce qui se passait au Venezuela, dernièrement, c'était le Mexique et l'Uruguay. Ce qui a permis d'ouvrir la possibilité de ces négociations, parce qu'ils ont gagné en légitimité. En même temps, on dit, nous, on n'a pas notre mot à dire sur ce qui se passe au Venezuela, ou au Venezuela, ou au Guatemala, ou en France, mais on soutient justement les décisions souveraines de chaque pays. Donc, je pense que même vis-à-vis de Trump, et même si on ne veut pas aller dans la confrontation ouverte, la position du Mexique a été très claire concernant le Venezuela. Donc, respect aux décisions souveraines de chaque pays. Je ne sais pas si j'ai fait le tour. J'ai répondu grosso modo. Bien. Okay. Oui. Non, je ne sais pas si tu veux rajouter. Merci beaucoup. On n'a pas eu le temps de... Ok. Merci beaucoup. Et bon, on a un comité, donc Morena à Paris. Vous pouvez nous trouver sur morena.francia@gmail.com si vous voulez nous contacter. Merci beaucoup. Merci à vous.